Donc, on va faire une présentation scientifique, mais on voulait suivre un peu plus l'historique d'un projet, en fait. Donc, comment commencer la maison, comment s'est appuyé un peu sur la recherche, sur la science. Donc, au fur et à mesure, on vous raconte une histoire qui est un beau mariage, je vous dirais, au milieu de tout ça. Donc, pour commencer, ils ont vraiment structuré un super projet en suivant des étapes de l'implantation. Donc, quand les gens ont décidé de partir Maison Cap d'Espoir, ils sont assurés d'être accompagnés. Moi, la science de l'implantation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, dès les premières phases, la phase 1, qu'on pourrait réfléchir, donc la phase 1, c'est vraiment considération initiale de l'organisation, regarder un peu qu'est-ce qu'on veut faire, regarder un peu les approches, les innovations, qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui est payant en recherche. Donc, dès le départ, ils nous ont interpellés en tant que tels. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, quel type de maison de thérapie, qu'est-ce que dit la recherche, qu'est-ce qui dit la recherche qui fit avec notre philosophie, puis quel type de ressources humaines qu'on a, quel type de ressources humaines on devrait avoir pour faire notre projet en tant que tel. Donc, précisément, dans la phase 1 d'implantation, les fondateurs, le CA et des consultants reconnus en dépendance se sont regroupés pour nommer leurs attentes. C'est là qu'a été choisi que ce soit une thérapie 28 jours, un groupe de 15 personnes, un groupe ouvert, mix aussi, puis c'est là qu'a été choisie la combinaison des approches ACT et EM qu'on parlera. Même chose dans l'emplacement. Comment ils ont réfléchi la structure, la bâtisse. Je me permets de compléter. Quand ils ont réfléchi au plan, c'est toutes des chambres individuelles. Mais des chambres individuelles, ça fit parce que si on veut laisser le temps aux gens de réfléchir puis avoir du acte, c'est un fit. Si on fait une maison de thérapie, puis on veut qu'il y ait le temps de se ressourcer, il y a plusieurs salons. Il y a toute une réflexion aussi dès le départ qui a été faite pour que même la structure fit avec tout ça. Puisqu'on a eu la chance de construire neuf, tout a été pensé, la luminosité a été pensée, etc., pour que le milieu de vie concorde à la façon de travailler. On a choisi ACT et EM dans la construction de cette maison-là. Donc, ACT, d'où ça nous vient? D'où ça nous vient? Ça a été développé principalement par Stephen Hayes. Il s'est initialement basé sur la théorie des cadres relationnels qui parle de notre capacité de notre cerveau à mettre beaucoup de choses en relation, même si le lien n'est pas nécessairement là dans la réalité, grâce à notre langage humain qu'on développe autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Ensuite de ça, il s'est ajouté l'analyse fonctionnelle des comportements. Est-ce que les gestes que je pose ou les actions, je les fais en fonction de m'éloigner de quelque chose de difficile à vivre, ou je le fais en fonction de la vie que je veux, la personne que je veux être et démontrer, en fonction de mes objectifs, etc. Et pour terminer, un peu pour finaliser l'approche, c'est la pratique de la pleine conscience qui s'est ajoutée, qu'il ne faut pas oublier, qui a été là pour développer un peu notre observation de soi, puis la distanciation avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes pensées et qui je suis, pour ne pas m'auto-stigmatiser, m'identifier à mes pensées, mes émotions, faire un petit lien avec ce qu'on a dit depuis ce matin. Le M, construction à peu près au même moment, ce qui est assez intéressant quand on regarde l'histoire de tout ça. Là, on est dans Miller et Rolnick. Miller, qu'on est dans une époque, on est plus dans la confrontation en dépendance. On veut défaire des personnalités un peu malades. Miller, lui, arrive, c'est un élève de Rogers qui s'intéresse aux gens, leur discours, comment je peux les accompagner. Puis là, la méthode va se peaufiner par de la supervision, par des rencontres avec d'autres personnes, et la recherche va s'y intéresser. Le but étant de dire, les personnes se veulent du bien. Si on se centre sur eux, puis on va travailler le sens de leur changement, on a un moyen de résoudre l'ambivalence puis de les amener vers le discours changement le plus possible. Donc, tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu n'es pas motivé. C'est plus un processus. C'est comment moi, je peux me mettre à côté de toi pour t'accompagner. Et si on regarde les grands moments, à peu près au même moment, ça se construit, il peaufine, il y a de la recherche, puis éventuellement, on le voit un peu plus sur le terrain. Je rajouterais que dans l'histoire, ACT, on l'a vu beaucoup en santé mentale, si tu regardes les études, anxiété et dépression. On est très dépendant. Et là, c'est drôle comment la mixité s'intéresse. On voit de plus en plus de M en santé mentale, mais on voit de l'ACT s'intéresser aussi en dépendance. L'ACT, je n'ai pas encore dit l'acrostiche qui est écrit là, Acceptance and Commitment Therapy. Nous, on dit la thérapie d'acceptation et d'engagement. Le terme a été vraiment posé en 1991, puis on en entend davantage parler depuis les années 2010. C'est davantage Benjamin Spondorf qu'on entend
au Québec ici si on veut s'informer en français sur l'approche. Si on le définit un petit peu plus. Oui, ici, en bref, l'ACT est une approche cognitive comportementale, dite de troisième vague. La différence principale avec la première et la deuxième vague, c'est que maintenant, on priorise l'observation et l'accueil de ces pensées et, je devrais dire, des pensées, pour être un bon modeling de détachement. C'est des pensées et des émotions, plutôt que miser sur la gestion et le changement. Et Swendorf le résume très bien dans la phrase ici que j'aime. L'acte propose que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine et qu'il faut apprendre à interagir avec elle. Puis quand il dit interagir, c'est qu'il commence à insinuer l'importance de rester engagé, de continuer à vivre malgré la présence de souffrance à l'intérieur de moi, que c'est un peu à chaque jour que je peux poser des gestes qui m'amènent dans la vie dont je rêve. Voilà. Je te remets la prochaine. Oui. Pour préciser davantage, on vous a mis l'Exaflex Axe qui présente les 6 grandes techniques d'intervention qui la représentent bien. Les techniques d'intervention ont toutes en commun la flexibilité psychologique, c'est-à-dire maintenir une souplesse dans les attentes par rapport à moi-même, les attentes des outils, leur efficacité, les résultats, une souplesse dans mes objectifs, mes valeurs peuvent changer avec le temps. Une des techniques en bas, l'observation de soi, qui peut se faire vraiment dans différents contextes, en suivi individuel, en thérapie de groupe, dans le quotidien, le vivre avec et aussi par la pleine conscience. L'importance d'apprendre à vivre dans le moment présent, parce que c'est maintenant que ma vie a commencé, puis que ce que je fais aujourd'hui a de l'influence sur les autres journées, donc l'importance de vivre dans le moment présent. En bas, à votre gauche, on a la diffusion, qui est un autre terme de détachement, prendre une distance avec mes souffrances, les pensées, les émotions que je vis à l'intérieur de moi. Et ensuite, l'acceptation. Nous, à Maison Cap d'Espoir, on utilise le terme accueil, puisqu'on estimait qu'acceptation, ça pouvait insinuer que tu étais obligé d'accepter que ça faisait partie de ta vie, tandis que accueillir telle pensée récurrente, accueillir l'émotion, accueillir les obstacles qui se passent dans la vie de tous les jours, ça semble plus facile à côtoyer au quotidien. On a les actions engagées, rester engagé ici, maintenant, un peu tous les jours, que ce soit une action à petite, moyenne ou grande portée, ça n'a pas d'importance, c'est de rester engagé, puis de m'assurer que ce que je fais concorde avec mes valeurs, puis la vision de la vie que j'ai. Puis un doute équilibre de tolérance, de oui. qui je suis, puis vers où je veux m'en aller, de rester Absolument. toujours actif dans tout ça. Absolument. Puis tolérance, c'est un beau synonyme de flexibilité, puis de vivre avec. Si on regarde d'un autre côté l'entretien motivationnel, qui est l'autre pendant que la maison a mis en place, bien, le M, c'est vraiment notre style de communication. Donc là, on invite les intervenants à être très, très présents à comment je communique, quel angle je vais aborder les choses avec les gens, comment je vais aborder, dire, faire, sur quoi je vais me concentrer aussi sur les sujets qui peuvent nous réunir en suivi. Donc, on porte vraiment une attention en entretien motivationnel à ce qui fait sens à la personne, les racines qui sont derrière, qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, des fois, on pourrait avoir nos a priori comme personne de dire, bien, c'est pour ta famille, c'est pour ta santé. Mais c'est de se dégager de nos a priori pour être vraiment centré sur l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la famille, pour lui, dans sa réalité, ce rôle-là? Donc, on invite vraiment à se centrer sur cette partie-là. Et après, d'alimenter ce discours changement-là. Donc, ça peut être flexible, la motivation. On peut comprendre qu'à la semaine 3 ou la 4, quand j'envisage le retour à la maison, ou j'ai peut-être une petite descente, mais comment je peux remobiliser ça? Donc, c'est au lieu de partir de soi ou d'être dans l'éducation, de vraiment se centrer sur l'autre puis de l'accompagner. Il y a tout aussi des processus à cette histoire. Hein? Donc, comment on accueille, on comprend le problème. On va aider rapidement les gens à focaliser sur ce qui fait le plus de sens, ce qui est important dans le changement qu'ils vont. Et après ça, c'est de faire évoquer le discours changement. Donc, quand on sent que la personne, l'importance, la confiance de changer va être des fois un peu plus démobilisée, et c'est comment je peux l'alimenter
pour que ça appartienne. Puis après ça, on fera un plan de match, mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est tout le reste après. Parce qu'on souhaite que si c'est bien enraciné, si ça fait vraiment du sens, c'est vraiment important, si je me sens confiant, bien, c'est quand il va y avoir des coups durs après, bien, ça va moins plier mon arbre. Il va être solide, je vais savoir où est-ce que je suis ancrée pour continuer. Et est-ce que ça vaut la peine? C'est efficace, ces affaires-là? Est-ce que c'est juste des bonnes idées? Non. La réponse est oui, il y a de l'efficacité. Ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est assez innovant quand même. C'est comme je vous disais, en santé mentale, on le voit, on voit de l'efficacité, on voit de l'efficacité en anxiété, sur les symptômes dépressifs. Puis on a quelques études quand même en dépendance qui s'intéressent à l'acte, pour lequel on voit quand même une efficacité aussi. Donc, on est dans de l'innovation, dans des nouvelles pratiques, mais des pratiques qui sont jusqu'à présent quand même assez efficaces. Si on regarde le M, si on le connaît, d'habitude en dépendance, oui, on le sait, qu'il y a une efficacité aussi. Et si on regarde la combinaison, là, ça devient intéressant. On a plusieurs articles qui vont nous parler que c'est des combinaisons très intéressantes, fonctionnelles, qui sont assez complémentaires dans tous les deux. Et puis, on a certaines évaluations d'efficacité qui sont dans dans la combinaison de ces deux éléments-là aussi. En même temps, j'ai le goût de vous dire que ça nécessite quand même une certaine flexibilité. Ces deux approches qui sont en implantation, là, qui nécessitent du soutien. Là, je ne vous le cacherai pas. Autant A que EM, il faut l'apprendre. Là, l'apprendre, c'est d'avoir des gens qui sont formés, qui peuvent te l'apprendre, mais tu ne peux pas aller à 2 jours de formation et it's done. Tu sais, j'ai le cartable dans ma bibliothèque et ça va bien. Malheureusement, c'est des approches qui nécessitent de la supervision, qui vont nécessiter de l'accompagnement dans le temps. Puis pour ne pas retourner à nos vieilles traques, je dirais, nos vieux automatismes, il faut vraiment se garder actif là, pour que ça fonctionne. Il y a des études aussi en actes intéressantes qui disent que oui, ça améliore l'intervention, mais, là, je m'intéresse aux gestionnaires et aux intervenants dans la salle, ça améliore la qualité de vie tout court des intervenants. Parce que je dois rendre ce que je prône, tu sais, je ne peux pas être désincarnée. Là. Moi, je fréquente Kim depuis une couple de mois, années, puis elle est incarnée, puis je me dis, il faut que je les fréquente plus. Ils sont plus en paix, ils ont l'air tellement plus calmes dans le moment présent. Mais il faut que tu l'incarnes. Donc, eux autres, même sur leur bien-être, les intervenants vont dire qu'il y a vraiment des avantages. Mais sur le plan organisationnel aussi, c'est même documenté que les équipes de travail arrivent à mieux travailler ensemble, que le climat d'équipe aussi est quand même assez positif. On n'a pas ce type de recherche-là en EM, sauf qu'on entend sur le terrain souvent des gens qui vont dire « c'est vraiment moins lourd d'être intervenant ». C'est plus anecdotique, je vous dirais. Puis des organisations qui disent « ah, il me semble que c'est plus léger ». On n'est plus juste dans les cas ultra lourds, on est plus dans un mode solution d'équipe. Fait que ça, on va l'entendre, mais je n'ai pas d'études documentées sur tout ça. Voilà. Alors, si on revient à notre petite implantation puis notre histoire de cette affaire-là, alors, les gens qui ont parti de tout ça, ils sont assis, ils ont choisi ACT puis EM, ils ont choisi vers où ils voulaient s'enligner, ils ont regardé les ressources que ça prenait, puis ils ont aligné un plan d'implantation. Un plan, ce que c'est qu'une fois qu'on a fait les choix, les fits, c'est comment on va le rendre actif, puis le rendre actif sur le terrain par la suite. Donc, se créer une équipe de mise en œuvre, se créer des outils de mise en œuvre, de penser au quotidien, puis de penser que quand on va être dans l'action, qu'est-ce qu'on va faire pour se maintenir dans l'action, puis que ce soit efficace. C'est là où a été précisé davantage nos attentes quant au milieu de vie, l'ambiance thérapeutique, un milieu désencombré, calme, sans surstimulation. Nous, on propose aux participants de ne pas faire 2 choses en même temps. On ne mange pas en lisant un livre, on ne dessine pas en écoutant de la musique, on vit chaque moment pleinement au lieu de toujours surstimuler puis augmenter la dopamine comme avec les substances. Donc, le milieu est très, très calme. L'horaire de thérapie s'est peaufiné, un horaire avec beaucoup d'habitudes de vie, un horaire très engagé, mais avec plusieurs temps libres où c'est l'occasion de s'observer, vivre le moment présent, intégrer ce qu'on a vu dans la journée. C'est à cette phase-là qu'a été choisie la quantité de suivi individuel pour chaque participant, qui est 1 par semaine. Les supervisions qui peuvent nous accompagner à offrir le meilleur suivi possible aux gens. La quantité de thérapie de groupe dans le programme 28 jours, 64 d'ailleurs. La séquence du programme, nous on a 3 ateliers thérapeutiques par jour. Les 3 ont un objectif général en commun pour permettre aux participants de faire des prises de conscience à ce sujet-là à son rythme.
Parfois, le matin, on fait « Ah oui, tu sais, on a semé une graine », puis déjà, en soirée, dans la même journée, on a un sujet ou une question qui a été rapportée par le même participant. Et puis, nos 2 ateliers de jour sont à savoir davantage psycho-éducatifs, si on peut dire. Puis, en soirée, c'est notre atelier qu'on appelle l'atelier expérientiel, où on invite les participants à vivre une expérience, à ressentir des choses, à essayer des outils, puis à pouvoir tester l'efficacité aussi. C'est à ce moment-là où on pourrait faire, par exemple, de l'art-thérapie, des exercices de pleine conscience, des techniques d'impact. Il y en a une que je voulais vous parler, je veux m'assurer de ne pas avoir... Ah oui, le thème des ateliers. C'est avec le comité de départ aussi que tous les sujets qui devraient être abordés dans un programme de thérapie efficace ont été choisis. Code de vie. Assez simple, hein? Axé Oui. sur les valeurs, puis après ça, Oui. comment je peux réfléchir à ce que mon action fit avec les valeurs. Fait que même le code de vie est réfléchi en fonction de l'approche aussi. Oui, pas de négation dans le code de vie, comme un peu dans un N de on vous êtes invité à plutôt que des règlements de ne pas. On travaille vraiment avec les gens comme des experts. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais dire ici. Puis on a un autobus parce que je voulais ici vous faire part d'un atelier thérapeutique du soir qui est un peu une technique d'impact, qui est un atelier acte qui a été animé par Benjamin Schwendorf. Il l'explique dans des livres, puis je vous invite à aller le voir sur YouTube. Il l'a fait dans une conférence, je ne vous le ferai pas. Mais il a invité des gens à le vivre, il a placé des chaises en forme d'autobus, puis ça, on le fait le soir. On invite un participant à être le conducteur de son propre autobus. Souvent, on propose quelqu'un selon ce qu'on voit où chaque personne est rendue. On lui offre un volant, puis on lui offre d'écrire sur une grande pancarte verte d'autoroute sa plus grande motivation, parce que c'est vers là qu'il va s'en aller pendant la mise en situation. Donc, il est installé. Ensuite, on discute avec les autres participants. On leur dit qu'ils vont avoir les rôles des passagers de l'autobus du conducteur, puis on leur demande quel passager désagréable vous pensez que le conducteur va emmener avec lui dans la direction vers laquelle il va. Puis là, les gens disent « Ah, moi, je pense qu'il est anxieux. Ah oui, comment tu penses que ça sonne dans sa tête sur l'anxiété? » Puis on se fait un petit plan de marche à l'écart. Puis on revient, on embarque dans l'autobus, puis là, on joue les passagers incommodants, on joue l'anxiété, puis son discours, on joue le manque d'estime, on joue la peur de la rechute. Puis l'intervenant un peu à l'écart accompagne le conducteur à observer ses réactions, observer ses interactions qu'il a avec ses passagers à l'intérieur de son autobus, à observer les outils, mais souvent on accompagne on fait une pause, quel outil tu voudrais essayer, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant que tu t'es dit qui serait efficace pour toi. Les passagers recommencent, puis essaient une technique malgré la présence de ces passagers-là. Une technique, 2, 3 techniques, jusqu'à temps que la personne sente qu'elle est vraiment en possession de son volant. Ça arrive que les gens sortent de la salle, disent aux passagers de s'en aller, commencent à s'obstiner avec les passagers, puis ne regardent plus du tout en avant. Donc, c'est quand même une belle technique d'impact qui permet d'observer notre tolérance avec ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, même quand on est en direction de ce qu'on veut. Ça peut expliquer un peu un atelier expérientiel du soir. Donc, ACT-EM, je vous ai dit qu'il y a des recherches qui nous mentionnent que ça fonctionne ensemble. Oui, tout à fait. Il y a vraiment des éléments complémentaires, je vous dirais, dans les deux aspects. Donc, vraiment d'être dans le moment présent, ce que je veux, ce que je me souhaite, d'être centré sur soi. Et puis, bien, l'acte, c'est aussi de se maintenir en action. Le M, c'est comment je vais accompagner dans ma communication, justement, d'être centré sur moi, sur ce qui est important pour moi, mais aussi de m'en aller vers le discours changement. Donc, on voit que c'est deux approches qui peuvent être vraiment complémentaires, puis d'aller chercher qu'est-ce qui est le plus utile pour la personne en fonction de ce qui est rendu aussi. Donc, ça devient quelque chose d'assez intéressant là, pour le quotidien des gens. Oui, ce qu'on a nommé aussi, c'est que de considérer la clientèle en expert. Puis de aussi nous accueillir l'ambivalence, puis les discours qui ne sont pas toujours changements comme on espérait qu'ils soient après une semaine. Ce qui nous amène à notre troisième phase. Là, on a préparé tout ça, on a choisi nos choses. Bien, c'est la mise en action, notre quotidien en tant que tel.
Fait que comment je fais de l'assistance technique là, quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin de m'enligner vers un atelier, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon chaque petit quotidien. Mais c'est aussi une mise en action d'être critique, c'est-à-dire se garder une trace de qu'est-ce qui va pas, pourquoi, pour, dans notre dernière, ça va être d'améliorer un peu ce qu'on fait en implantation. Donc, comment je m'assure d'avoir un retour, autant de notre gestion, mes intervenants que les personnes sur le terrain, de cette mise en action-là. Oui. Je pense que la phase 3 va se faire en continu le temps qu'on souhaite s'observer. Dès le départ, dans la phase d'implantation, la phase 3 a surtout servi à prendre les sujets que le comité de départ, le comité d'experts nous a proposés pour un programme extraordinaire. Puis là, on les a adaptés pour que les sujets de thérapie concordent aux approches ACT et EM ensemble. Puis, on a choisi de vous présenter l'atelier processus de résolution de problèmes parce que je pense que c'est un sujet que plusieurs organismes ont en commun. Puis, c'est là qu'on pourrait peut-être voir la petite saveur ACT et EM. Dans notre processus de résolution de problèmes, la première étape est d'observer qu'on vit une insatisfaction. C'est quoi les signes dans mon corps, mes émotions, mes pensées qui me démontrent que je vis une insatisfaction? Et ensuite, je me demande qu'est-ce que je veux. Puis c'est avec ça qu'on va travailler, puis on demande aux participants de le nommer en verbe d'action positif. Et c'est en troisième lieu qu'on va pouvoir identifier les obstacles possibles, des obstacles qui sont intérieurs à moi ou de la vie extérieure. Et ensuite, on utilise l'aide du groupe pour faire un inventaire d'actions de solutions aux obstacles. Fait que c'est vraiment davantage vers un peu plus loin dans le processus. C'est un vocable, mais c'est pas solution, c'est inventaire d'actions engagées. Donc, moi qui agis, qui s'engage vers où je veux aller. Oui, on n'utilise pas le mot solution, effectivement. Je vulgarise maintenant, mais ça fait une grande différence. On leur demande de faire attention à leur langage pour que notre langage intérieur s'adapte aussi quand on se parle. Donc, on fait aussi attention à ça. Donc, inventaire d'actions engagées. Ensuite, on leur propose de choisir 2 actions qu'ils peuvent comparer. Puis, on arrête ici, on leur demande de ne pas lire le carré suivant. Puis, on fait une fois de plus une mise en situation. On demande à un volontaire de se proposer. Puis, on demande aux volontaires de se visualiser par une chaude journée d'été à l'extérieur avec un ami qui l'apprécie. Qui fait 33 avec fait soleil. 33, il fait soleil, sont en milieu urbain là, avec un bon pavé qui reflète. Et l'envie de se rafraîchir devient de plus en plus urgent. Et puis, ils voient notre kiosque à crème glacée. On a notre petit kiosque à crème glacée. Puis, on demande de venir choisir son article. Puis quand il nous demande sa saveur, l'intervenant trouve une bonne raison pourquoi il n'a pas celle-là. Puis ni le 2e choix et ni le 3e choix. Et parfois, on se rend au 4e choix. On ne peut pas offrir ce qu'il nous demande. Puis on a pas mal 2 réactions. Soit ceux qui nous disent « Qu'est-ce que vous avez? Je vais prendre ça. » Et les gens qui disent « Ben laisse donc faire. Je vais m'organiser autrement. » Puis ensuite, ça l'embarque un beau retour en groupe où on se demande est-ce que la personne a atteint son objectif de se rafraîchir dans un moment agréable avec un ami. Donc, s'il a quitté, non, effectivement. S'il est resté, c'est pas sa saveur, bien, il se rafraîchit puis il vit quand même un moment agréable avec un ami. Donc, ensuite de ça, on se sensibilise au fait de choisir, qui n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir le meilleur choix. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être sûr que ce soit le bon choix, que l'important, c'est simplement de faire un choix. Parce que c'est plus efficace de faire un choix, de faire un pas, de l'essayer, que d'attendre. Donc, on leur demande ici de faire un choix, peu importe, de le planifier comme en EM, de s'y engager, puis ensuite de ça, sont invités à se réobserver. Est-ce que je me sens satisfait? Oui ou non, et sinon, on peut poursuivre et pas recommencer, mais poursuivre mon processus de résolution de problème jusqu'à temps que je sente que je me suis approchée de ce que je veux. On est toujours dans la mise en action. On voulait vous faire vivre quelque chose aussi, groupe. Alors, on est certain que vous allez vous engager, que vous allez être embarqués dans les actions engagées avec nous. Oui, donc on voulait vous présenter aussi un atelier expérientiel, et puisque c'est important comme intervenant de faire vivre les choses et non pas de faire comprendre les choses, ça n'a pas le même effet. On vous inviterait à vivre un exercice de pleine conscience avec nous. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous diriger dans un texte pendant
5 minutes. Vous pouvez ouvrir les yeux, les fermer, ça va. Tant que vous êtes confortable et vous êtes à l'écoute de Kim. Je vous invite à vous redresser sur votre chaise, le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Fermez les yeux si cela vous convient, puis prenez quelques grandes respirations en étant pleinement conscient. À présent, je vous propose de ramener à votre esprit une pensée pessimiste que vous avez eue depuis le début de la journée ou de cette présentation. Voyez si cette pensée a influencé des sensations physiques, que ce soit une simple envie de bouger ou une boule dans l'estomac. Parcourez doucement votre corps de la tête aux pieds pour en reprendre conscience. Concentrez-vous ensuite sur la sensation physique que vous avez ressentie le plus intensément. Respirez profondément. Et visualisez qu'un espace se crée en vous pour laisser une place à cette sensation inconfortable. Imaginez qu'il y a suffisamment d'espace pour que votre respiration se promène autour d'elle. Permettez aussi à votre souffle de se rendre à l'intérieur d'elle avant de ressortir doucement. Voyez si vous pouvez permettre à cette sensation d'être là. Vous n'avez pas à la désirer ou à l'aimer. Il suffit de lui permettre d'être là, simplement. Permettez-lui d'être juste ce qu'elle est. Cet inconfort vous communique des informations utiles. Il vous dit entre autres que vous êtes un être vivant normal et que vous avez une belle sensibilité, une intelligence émotionnelle et une capacité de prise de conscience. Laissez vos pensées aller et venir comme des figurants dans un film et maintenez votre attention sur l'inconfort que vous ressentez davantage à ce moment-ci. C'est peut-être une nouvelle sensation qui a apparu dans les derniers instants. Observez-la avec curiosité. Voyez dans quelle partie de votre corps elle se trouve. Et si elle est davantage à la surface ou en profondeur. Remarquez où elle commence et où elle s'arrête. Si vous dessinez son contour, quelle forme aurait-elle? Quelle image pourriez-vous lui donner? Tentez aussi de lui attribuer une couleur, une texture, un poids, voire un nom. Placez maintenant l'une de vos mains sur la sensation. Imaginez que c'est la main d'un guérisseur. Sentez la chaleur qu'elle diffuse à votre corps. Vous ne le faites pas pour vous débarrasser de la sensation, mais pour lui octroyer de la douceur, de la bienveillance. Rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'une sensation inconfortable à l'intérieur d'un corps entier qui se trouve dans une pièce ayant une fonction spécifique, remplie de gens ayant un but commun à vous et vivant probablement des inconforts semblables aux vôtres. Vous pouvez maintenant déposer votre main, ouvrir vos yeux doucement et établir un contact visuel avec les gens qui vous entourent. Avant de finalement reprendre conscience de la pièce où vous êtes,
et mettre fin à l'exercice. Et si tu avais animé ça avec ton groupe de participants, tu leur renverrais la balle comment? Je laisserai un moment de silence aussi, puis tout dépendant des sujets qu'on a eus dans la journée ou de l'exercice qu'on a fait, je leur demande ce qui s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, puis on en discute. Y a-t-il des volontaires? Comment ça va après 5 minutes? Personnellement, j'ai senti vraiment, ça s'est calmé d'un coup, là. Tu sais, ça allait arrêter de bouger, j'ai vu les yeux descendre vers le centre de où est-ce que vous étiez, et vous avez l'air particulièrement zen, le groupe. Et quand on a demandé le contact visuel, ça a été instantané chez des gens là, d'aller voir, puis il y en a d'autres qui étaient encore dans leur expérience, puis là, ça levait les yeux doucement. Bref, vous étiez beau à observer. Et ensuite, on a les... Qu'est-ce que les gens disent de ce qui participe chez vous? Les témoignages de 3 participants qui ont complété le programme de thérapie. On a ici, j'étais isolée au seuil d'un profond désespoir, accompagnée par la bienveillance et l'ouverture de cette formidable équipe. J'ai appris à cohabiter avec cette souffrance que je cherchais en vain à fuir. Rares sont les moments dans une vie où on a la chance de s'arrêter et de se reconnecter avec notre essence sans aucun masque. Les 28 jours à Maison Cap d'Espoir permettent le recul et l'espace nécessaire pour définir ce qui compte vraiment. Avec un programme fort basé sur l'engagement, j'ai trouvé en moi les forces nécessaires pour une vie sobre, épanouie et à la hauteur de mes aspirations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de mots qui sont repris, hein, qui sont bienveillance, prendre soin de moi, me recentrer. Tu sais, quand même, on voit qu'il y a une intégration de tout ça. Si on regarde un peu notre phase 4, hein, qu'est-ce qu'on peut améliorer, le futur, les mises en action de tout ça, donc tu sais, de continuer à être dans l'engagement et la prochaine action, on pourrait dire dans tout ça. Bien, si on prend un petit peu de recul et on regarde une discussion tout court, on va faire le lien peut-être science et puis l'expérience qu'il y a. Ça demeure que c'est des approches qui sont super intéressantes et tout, mais ça demande vraiment une structure d'implantation puis une organisation. Il faut vraiment l'avoir réfléchi puis mettre les ressources qui sont à l'intérieur avec une démarche qui soit claire puis planifiée pour que ce soit cohérent. Donc, autant dans la planification que dans le continuum aussi. C'est entre autres la maison Cap d'Espoir. Au début, c'était 28 jours. Là, on s'est rendu compte que d'avoir une transition pouvait aider. Donc là, il y a quand même un petit suivi téléphonique sur quelques semaines. Il y a eu des demandes aussi de continuer dans le temps. Donc, de leur côté, ils ont fait des ressourcements. Donc, les gens peuvent revenir. Oui, on a fait une semaine dans le temps des fêtes, une semaine dans les vacances d'été qui va avoir lieu cette année pour les gens qui ont complété puis qui souhaitent revenir se ressourcer puis reprendre les habitudes puis les outils, la vibe du programme en 5 à 7 jours. Donc, les gens reviennent connectés à ce qui fait du sens pour eux. L'accès à la supervision, veut pas. Avoir accès à quelqu'un qui est formé dans ces approches-là, mais deux, que ça soit dans la continuité puis qu'on s'assure de rester dans tout ça. L'équipe fait un bon travail, ils ont des réunions d'équipe, tous les outils fit avec l'approche, mais il y a quand même ces éléments-là. Des fois, quand on est trop dedans, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui revient avec le discours. Puis là aussi, c'est des choses qui sont documentées, que c'est nécessaire pour les deux approches. C'est des approches qui sont complémentaires, qui sont vraiment un fit naturel, puis ça se vit bien aussi dans le quotidien, mais autant la recherche va nous le mentionner aussi que c'est des éléments qui sont quand même assez intéressants. Ça demande quand même un engagement important, autant par les ressources humaines que la gestion, que le quotidien. Il faut qu'on croie à ces approches-là, qu'on s'y embarque aussi. Fait que quand on sélectionne nos ressources humaines, quand on forme notre gens, il y a des fits puis il y a des moins fits, là, je pourrais dire. Si vous avez une approche un peu plus directive, pour vous, c'est important de donner de l'information, c'est important que votre expertise ait développée, vous la partagiez. Bien, c'est des approches qui vont être moins des fits naturels. Fait que veut pas, quand il y a la sélection du personnel puis l'accompagnement, ça en fait partie. Mais il y a un engagement aussi. Ce que j'ai le goût d'être là-dedans et de l'incarner aussi, là, bien, c'est des choses qu'il faut quand même aussi réfléchir. L'équipe, de leur côté, disait il y a aussi des choses, oui, dans notre gang d'intervenants, comment ça peut être un fit, puis qu'on s'organise, puis ça va, mais il y a aussi les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient prêts à s'y engager. C'est un style que tu viens pour rester un peu obligé, puis tu as 28 jours à faire, vous pouvez imaginer comment c'est engageant, là.
C'est centré sur toi, tu as des moments de réflexion, tu ne peux pas occuper ton esprit à autre chose que ce qu'on fait ensemble. Fait que là, il faut que les gens veulent embarquer. Les gens qui sont un peu plus concrets, des fois, à la ressource, trouvent ça plus difficile, tu sais, parce que si tu veux avoir des solutions A, B, puis donne-moi 3 façons de faire, on est plus dans tolère les choses, qu'est-ce que toi, tu as le goût d'utiliser naturellement, qu'est-ce que tu fais pas. Ça nécessite vraiment un grand engagement. En même temps, ce qu'on disait, c'est que les gens qui ont un moins bon niveau de littératie, ce qu'ils voient dans le quotidien de la ressource, c'est un petit peu plus difficile. En même temps, la recherche dit le contraire. On a essayé avec des gens en troubles psychotiques qui consomment, puis les résultats sont positifs. Fait que là, il y a quelque chose à observer puis à voir aller, parce que dans la ressource, ce que la littérature dit, c'est 2 choses qui sont différentes. Ben, c'est un enjeu de recherche peut-être, à voir, veut pas. On voit que nos gens qui ont une couleur un peu plus antisociale, narcissique, trouvent peut-être ça un peu dur. Parce que tout le monde est égal, il faut que tu prennes le temps de vivre tes choses. C'est pas dans la performance, il y a 0 performance dans la ressource. Je trouve ça des fois un petit peu plus difficile. Mais tous nos gens qui ont une couleur anxieuse, qui ont une couleur limite, vous ne pouvez pas, c'est vraiment un fit, là, parce que te voir aller, tolérer, développer des outils, aller vers les autres, prendre du moment tout seul, réfléchir à ce que tu vis. Mais la littérature va nous le dire aussi que chez nos anxieux, c'est quelque chose d'assez efficace. Si on regarde des programmes en troubles limites, bien, il y a du mindfulness, il y a de la réflexion sur soi, il y a de l'EM, on peut voir que ça peut être des fits un peu plus naturels quand même. Là-dessus, on prendrait vos questions, groupe, s'il y a des choses que ça